Yo, je vous ai manqué? Ouais non, même après 12 saisons, on n'entend toujours pas ce que vous dites. Bon, 13e saison d'Anime Time, saison également en 2 parties, et pour cette première partie, elle sera sous le signe du shoujo. J'en regarde normalement pas tant que ça des shoujo. La preuve, j'en ai présenté grosso modo une dizaine. Par exemple, Shugokara dans l'Anime Time 52, ou plus récemment, Le Royaume des Couleurs dans l'Anime Time 166. Pourtant, j'ai une impression qu'on juge toujours extrêmement vite les shoujo. Certes, il y en a moins qu'avant, puis c'est globalement du chant, de la romance ou des filles avec les pouvoirs magiques quand c'est pas les trois en même temps, donc pas grand intérêt. Sauf que, paradoxalement, non. Au contraire, je vous conseille vraiment de ne pas sous-estimer certaines de ces œuvres, tant vous pourriez avoir des surprises. Notamment avec l'œuvre d'aujourd'hui, qui va ravir l'enfant, je pense, de beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Bonsoir et bienvenue pour ce 200e... Ah, attendez, j'ai failli oublier de vous dire un truc. Très spécifiquement pour cet épisode, comme on parle d'un vieux shoujo, à des moments aléatoires dans cette vidéo, il y aura des interruptions sur les divers questionnements que je me suis posés pendant mon visionnage. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça donne, je vous propose de regarder un exemple maintenant. Ah, je vous ai dit que c'était aléatoire, hein, ça peut arriver vraiment n'importe quand. Et c'est pas parce que je vais dire que ça va arriver n'importe quand. Pourquoi il y a une gamine qui en laisse une autre? Bonsoir et bienvenue pour ce 201e épisode d'Anime Time, premier épisode de la première partie de la saison 13 d'Anime Time et premier épisode de la saison 13. Pour commencer en beauté, ces 6 mois placés sous le signe de tous les clichés possibles et inimaginables de shoujo, même quand on parle de seinen, je vous propose de parler en premier du cas de Tokyo Mew Mew et de savoir si sa réputation d'icône des shoujo est méritée. C'est parti. S'est passé si rapidement, mais l'amour était si grand. Mew Mew, serais-je à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur? Mew Mew, les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde quand on est amoureuse? Mais attendez, le générique il rime pas là! Tokyo Mew Mew à la base, c'est juste un manga écrit par Reiko Yoshida et illustré par Miya Ikumi. Reiko Yoshida, c'est une scénariste d'anime à la base. Et comme pour Makoto Fukami, quand on voit ce sur quoi Reiko Yoshida a bossé avant et après de nous pondre Tokyo Mew Mew, y a pas à dire, elle avait déjà toutes ses chances de faire une œuvre à succès. Déjà, elle a bossé sur le scénario des Aria, de Magical Doremi, d'ailleurs je suis vraiment désolé, hein, mais on n'en parlera pas dans cette saison. Et elle a scénarisé Le Royaume des Couleurs, Yume no Crayon Okuko. Encore une fois, Anime Time 166. Sauf que derrière, elle a quand même aussi bossé sur d'autres œuvres que vous connaissez bien, genre Violet Evergarden, 167e épisode d'Anime Time, Keon, Anime Time 117, Digimon Adventure, Get Backers et même Sugar Rune, Anime Time 51. Les deux animés de mon enfance, c'est elle qui les a scénarisés, bordel. En plus de ça, le manga il est prépublié dans le magazine Nakayoshi entre 2000 et 2003, publié au Japon par Kodansha et en France par Pika Édition pour la première édition et Nobinobi pour la deuxième édition, mais le manga, il est seulement en 7 volumes. La meuf, elle est arrivée, elle a poussé des gros Yume no Crayon Okuko, des gros Magical Doremi qu'elle a scénarisé, elle a fait un doigt à Peach Pit et à Clamp avec leur carte captor Sakura, et elle a lâché son manga normal. Mais c'est quoi ce braquage? Le pire, c'est qu'en France, Tokyo Mew Mew est encore édité par Nobinobi aujourd'hui. Leur deuxième édition est en 4 tomes et vous pouvez les trouver dans n'importe quelle librairie. Derrière, l'œuvre a été adaptée en animé sous le titre de Mew Mew Power. Et ça, par le studio Pierrot. Vous savez, le studio qui a juste adapté Les Mystérieuses Cités d'Or, Emi Magique, Yu Yu Hakusho, Naruto, Chocolat et Vanilla, Naruto Shippuden, Boruto et Black Clover. Bon, après, les types derrière, ils ont aussi fait Tokyo Ghoul, donc ça invalide toute leur street cred. L'anime est en 52 épisodes diffusés entre avril 2002 et mars 2003 au Japon. Mais c'est pas fini, parce que Miya Ikuma, elle a vu ça. Elle a vu l'adaptation en animé. Elle a vu les 2 jeux vidéo Tokyo Mew Mew. Et elle s'est dit, non, on va ressortir une couche. Donc elle a pondu, seule, un autre manga, Tokyo Mew Mew à la mode. Pareil, prépublication par Nakayoshi, Kodansha, Pika Édition et Nobinobi au garde à vous derrière elle. 2 éditions en France en 2 et 1 volume, dont la dernière est toujours éditée par Nobinobi aujourd'hui. Sauf que comme on parle de shoujo, il faut forcément qu'il y ait de la romance, mais surtout des mecs habillés dans des tenues... Bon, je vous laisse juger par vous-même. Et bien, pour ça, on remercie Madoka Seizuki, inconnu au bataillon, qui a décidé de créer Tokyo Mew Mew Ore avec un cast 100% masculin. Ah, je signe direct, c'est incroyable les shoujo. À quel moment dans ma vie j'ai failli passer à côté de ça? Son manga aussi est prépublié dans le magazine Nakayoshi et publié derrière par Kodansha, aucun souci. Sauf que Reiko avait aussi un trou dans ses scénarios, elle a vu le manga là, qu'est-ce qu'elle a fait?
Hop là, viens que je te rappelle qui est le boss. Elle a pondu Tokyo Mew Mew Return, illustré par Mia Ikumi, en un volume avec toute la smala derrière au garde à vous pour le publier et le prépublier sans aucun souci. Sauf que le Pierrot, en attendant, il a off du chat. Mais il y en a deux autres qui stalkaient. Graphinica et leur filiale Yumeta Company. Ils se sont ils ont juste lâché un salut, on peut faire une nouvelle adaptation STP. Et bim, Tokyo Mew 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 qui est encore en cours de diffusion aujourd'hui. Le tout en 2 saisons de 12 épisodes, mais je suis désolé, à un moment c'est pas possible, il faut savoir dire stop. Le pire, c'est qu'en plus, l'adaptation a l'air vachement fidèle à l'original, en plus d'être, on va pas se mentir, graphiquement ultra stylé. En parlant de l'original d'ailleurs, dans cet animé, nous allons suivre la seule et l'unique Ichigo Momomiya. Ou dans la VF, Zoe Henson. Parce que oui, j'ai regardé la VF. Je vais toujours au bout des choses de toute façon quand on parle de shoujo. Zoé a entre 11 et 12 ans dans la traduction anglaise du manga, 12 et 13 ans dans la version originale de l'anime, 15 et 16 ans dans Tokyo Mew Mew Mew, et dans notre version française, elle a 16 ans. Non mais même le remake, 20 ans après, il est pas d'accord avec le reste. On est où là? Pourquoi la doubleuse de Zoé c'est la même que la doubleuse d'Aïta? Bref, on reste sur les 16 ans de la VF. Zoé, c'est une lycéenne assez normale, elle est joyeuse, un peu bête, bref, notre protagoniste habituelle de shoujo. Sauf que, en tant que personnage principal de shoujo, elle ne peut évidemment pas échapper à son destin d'amour mielleux. Tellement que dès la première scène de l'anime, elle est devant Marc Gauthier en train de lui proposer un date. Pardon, en train de lui proposer d'aller voir une exposition sur les animaux en voie de disparition avec lui. Alors oui, pour les puristes, je vous vois déjà venir, c'est l'épisode 2. Mais je vais pas résumer l'épisode 1. Vous pensez réellement que ça va servir à quelque chose de spoil encore plus que ce que je vais déjà faire dans ce synopsis? En fait, pour que vous compreniez, l'épisode 1 est une introduction, mais qui a lieu pendant l'anime en gros, ou plutôt vers la fin. De fait, je vais juste mentionner quelques trucs de cet épisode 1 sans m'attarder dessus en fait. Le temps que je vous explique ça, le destin d'amour mielleux de Zoé a fait son taf et Marc a décidé d'accepter de l'accompagner à l'exposition. C'est bon, elle aura son date, waouh, c'est incroyable, c'était un rêve meuf. Elle se réveille, décoiffée, avec des boutons, et en plus en retard pour son premier date. Je vous ai dit que c'était une protagoniste de shoujo, elle accumule les clichés mais... Ah oui, le rendez-vous, c'est avec Marc. Ouais, elle rêvait du moment où elle lui a demandé en fait. Elle est un peu bizarre votre pote. Avançons donc au moment où les deux rentrent dans l'exposition. En temps normal, j'aurais rien dit, il y a rien qui paraît bizarre. Mais le zoom et l'arrêt sur image de cette statue de panthère me fait dire qu'il y a vraiment quelque chose de suspect. Et effectivement, lorsque Zoé passe en dessous, une sorte de système électronique s'active. Pour autant, rien ne se passe du côté de Zoé. Zoé qui découvre avec Marc à quel point l'humanité elle fait de la merde. D'ailleurs, Marc lui montre une photo d'une espèce en voie de disparition, une photo de chat d'Iriomote. Et pendant que Marc lui part sur un discours en faveur de la défense des espèces en voie de disparition et de l'écologie en général, de comment on doit s'y prendre ensemble collectivement. Ah ouais, on doit se prendre en main, Marc. Bah y a pas de souci, va dire ça, ce fils de pute de Pouyanné, vas-y, je te regarde. C'est ce que dirait Zoé si c'était moi. Sauf que, comme c'est Zoé, elle ne peut pas s'empêcher d'admirer Marc. D'ailleurs, tu feras gaffe, ma Russ, tu baves. Bref, avançons, le date de Zoé se passe super bien, et Marc s'éclipse pour leur acheter à boire. En s'exclamant de joie parce que Marc l'a pris dans ses bras, elle se rend compte de sa proximité avec ce bâtiment très joli, où à l'intérieur se trouvent deux personnes qui, je cite, vont lui confier le sort de l'humanité. Rien que ça. Et quelques secondes après se dire, un tremblement de terre a lieu et une étrange lumière atteint Zoé. Next thing you know, Zoé se réveille quelques heures après, à côté de Marc. Elle s'est endormie à son date. Et le lundi, évidemment, elle se fait engueuler par ses potes par rapport à ça, mais c'est normal. En plus de ça, bon, quand même, son date s'est bien passé, et Marc lui a même proposé de le rejoindre le lundi à son cours de kendo. On est lundi, et il est à son cours de kendo. En plus de ça, avec Marc, pendant son date, ils ont fait des photos. Photos qu'elle a dans la main, sauf qu'elle les a laissées s'envoler, puis rattrapées. Sur leur bord. Le pire, c'est qu'en tombant, elle est arrivée normale sur ses pieds. La meuf nous a fait un I'm gonna jump, do a flip, normal. Sauf que ça n'est pas la seule occurrence bizarre du jour. Zoé a somnolé toute la journée, elle a phasé sur du poisson, mais genre vraiment phasé à ce point-là. Et en parlant à Marc, elle a lâché un Maxinia. Bref, il y a un énorme problème. Pour trouver une réponse, elle décide de retourner au fameux bâtiment où elle était samedi. Sauf que, en y étant, Zoé a une sensation bizarre. Et instinctivement, elle court droit dans la forêt où elle va retrouver dans un nuage de fumée Marc, avec une énorme bestiole derrière lui. Mais alors que Zoé allait se faire attaquer par cette énorme bestiole, elle a été sauvée in extremis par ce type du nom d'Elliot, qui lui demande de combattre ce rat mutant avant qu'il fasse de Marc son petit déjeuner. Elliot donne donc à Zoé quelque chose qui s'appelle une pierre de puissance, et boum, transformation de Magical Girl cliché. Bon, le combat fait rage, mais Zoé commence à prendre la main. Après le combat, Zoé a le droit à une explication de Wesley sur la situation au prochain épisode. Elle est donc, au prochain épisode, amenée au fameux bâtiment dont on parlait tout à l'heure, qui est en fait leur base d'opération, mais également un café. Et Zoé va y travailler en tant que serveuse, au café Mew Mew. Mais surtout, elle va enfin comprendre tout ce merdier. Ce que Zoé a affronté, ça s'appelle un prédasite. Un être infecté par un infiltreur. Et c'est un grand danger pour la Terre. Le seul moyen que ces deux génies ont trouvé pour combattre les infiltreurs, c'est de modifier l'ADN d'humain
en le combinant avec l'ADN d'animaux en voie de disparition, comme Zoé par exemple avec le chat d'Iriomot. Sauf que ça ne sera pas la seule fille concernée. Si vous voulez passer ces informations supplémentaires pour ne pas être spoil, allez-y, vous les avez déjà vues dans l'opening de toute façon. Les 4 autres Miu Miu que vous allez découvrir au cours des 11 premiers épisodes sont respectivement Minto Aizawa ou en VF Corina du Jardin de Monteclair. Une fille d'une famille noble qui a tendance à être une peste, un peu comme son entourage. En parlant de son entourage, comment ça Anaïs de la Coquillette? C'est quoi la suite? Jasmine des Pénérigaté? Anne-Christine et Parmigiano de la Spaghetti? Ensuite, on a Rezatsu Midorikawa, ou en VF, Bridget Verdant. 12-13 ans dans le manga aux US, 13-14 ans dans l'original et 15 dans l'animé. Bridget, c'est un rat de bibliothèque. Elle aime les livres. Comment ça, Chivé Vert à la voix de Yumi? La 4e Miu Miu, c'est Purinfon, aka Kiki Benjamin dans la VF. C'est une enfant de 11-12 ans dans l'œuvre originale, 12 ans dans À la mode, 14 ans dans l'animé, sauf en VF, où elle en a 10. Il a rien qui va là, vraiment. Hein. Et enfin, la 5e et dernière Miu Miu, Zakuro Fujiwara ou Estelle Renée Robert en VF. C'est un mannequin très connu. Tellement connu d'ailleurs que sa plus grande fan, c'est Corina. Eh mais je la reconnais, c'est Holo de Spice & Wolf. Sauf qu'en face, les méchants vont très vite se révéler, avec leur modus operandi incroyable en 3 étapes. Arriver quelque part pour foutre la merde ou chercher un truc, foutre la merde dans tous les cas, et partir. Comment ça? Bonjour, je voudrais un gâteau au chocolat, un cristal, tu t'es cru au McDrive, sale fils de p***. Et l'antagoniste principal ici, c'est Kishu, ce qui est vrai en passant, ou Dren dans la VF. Pourquoi Dren en VF en accent de fuckboy? Dren, c'est ce qu'on appelle un cyniclon, une espèce extraterrestre dont le but est d'anéantir la Terre et ses habitants. On passera sur les motivations exactes de Dren. Le seul truc qu'on va retenir, c'est que c'est Dren qui est responsable des prédasites. La mission de Zoé, et par extension celle de Corina, Bridget, Kiki et Estelle, va donc être de le mettre en état de nuire pour pouvoir sauver la Terre, tout en conservant leur secret. Est-ce qu'elles vont parvenir à sauver la Terre? Est-ce que leur secret va être découvert? Est-ce qu'elles arriveront toutes à échapper à leur destin d'amour mielleux? Le meilleur moyen pour avoir la réponse à toutes ces questions, c'est évidemment de vous abonner à cette chaîne, mais surtout d'aller voir Tokyo Miu Miu par vous-même. Pour conclure sur Tokyo Miu Miu, c'est clairement un banger, hein, il faut le dire. Ah, je suis désolé, hein. Au début j'ai commencé, je m'en foutais, mais pour un animé qui a plus de 20 ans, et surtout dont le contenu est surprenant, il m'a quand même mis vraiment une claque. Sauf qu'il n'y a pas de lesbienne dedans. Et ça me fend le cœur, hein, parce que j'aurais vraiment aimé vous... Comment ça, Corina est pas lesbienne alors que la première personne à qui elle pense qu'on parle d'attirance, c'est Holo? Pour commencer, malgré la réalisation datée, tout est excellent, même en VF. J'ai pas regardé New, je le ferai sûrement moi dans mon temps libre, mais il n'y a objectivement rien à redire sur les graphismes, la musique, les OST et le doublage en VF. On a vraiment pour le coup une œuvre qui mérite de faire partie de l'enfance de pas mal de personnes. Pour autant, côté histoire, j'aurais tout de même quelques remarques. Déjà, oui, c'est un shoujo, donc il faut de la romance, mais à un moment, ça se voit beaucoup que vous essayez de cacher des choses par rapport à ça. Autant le trope du protagoniste qui doit cacher sa véritable nature à son partenaire, c'est ok. Pour autant, non seulement c'est vu et revu, et en plus, ça marche pas. Il suffit de voir l'œuvre que je vais vous présenter dans le 210e épisode d'Anime Time. Autre chose, et c'est toujours pareil, ça me surprendra toujours, c'est la capacité qu'ont les shoujo à te dérouler une intrigue alors qu'il se passe n'importe quoi à l'écran. Cependant, je me dois tout de même de mentionner quelque chose, et c'est que Tokyo Miu Miu aborde des thématiques assez étonnantes, principalement sur l'écologie et la destruction des environnements naturels par l'humanité. Et ça, je le rappelle, hein, en 2002. C'est des sujets dont on entendait vraiment à peine parler à l'époque. Mais c'est pour le coup vraiment une bonne chose. Ces sujets écologiques, destruction de l'environnement, pensée à la planète, font part intégrante et intrinsèque de l'histoire et de l'intrigue. L'autre part intrinsèque de cette œuvre, ce sont évidemment les Magical Girls. Je vous l'avais dit que j'allais pas m'arrêter là sur les Magical Girls dans mon 199e épisode d'Anime Time sur Mao Shoujo Tokushosen Asuka. Justement, contrairement à Task Force Asuka ou à Madoka Magica, Tokyo Miu Miu fait partie de ces œuvres avec lesquelles on a grandi en étant enfant. Donc, très édulcoré. Assez cliché avec tout de même une bonne intrigue, faut pas déconner, mais ça reste ce que j'appelle entre autres un animé de Magical Girl d'antan, tant le genre a changé. Pour autant, non seulement moi ça me manque ce genre d'œuvre de base, mais le simple fait d'avoir regardé aujourd'hui, grand 23 ans que j'ai, cet animé et d'avoir vraiment kiffé premier degré, ça me conforte bien dans ce que je vous disais il y a 2 épisodes. Les œuvres de Magical Girl n'aurait pas dû autant changer après l'arrivée de Madoka Magica. Ce que je veux dire, c'est que dans le genre des Magical Girls, on devrait avoir les 2 types d'œuvres. Des œuvres comme Tokyo Miu Miu, Cardcaptor Sakura, en parallèle d'autres œuvres comme Puella Magi Madoka Magica, Anime Time 79 et Mao Shoujo Ikusei Keikaku, Anime Time 150. J'y vois beaucoup d'avantages, je vous en ai déjà parlé mais je vous le redis, notamment l'avantage de pouvoir corriger les défauts de l'un via le prisme de l'autre. Certes, on est sur 2 types d'œuvres qui sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre, mais il y a des reproches que l'on fait aux Magical Girl post-Madoka qu'on ne fait pas aux Magical Girl pré-Madoka, et inversement. Mais ça aiderait aussi, je pense, autre chose. Ça aiderait les plus jeunes à toujours s'intéresser à ce genre. Mais surtout, ça leur permettrait d'évoluer et de grandir avec ce genre
tout comme nous on l'a fait. Mais ça, en gardant un vrai point d'attache, en gardant des œuvres vers lesquelles elles peuvent retourner, même 20 ans après. C'est probablement le meilleur pari à faire selon moi pour les Magical Girls et pour les shoujo aussi en général. Mais même si je reste toujours sceptique face au remake, le fait de voir qu'il y a encore des œuvres qui sortent comme Tokyo Mew Mew New, ou moins récemment Fruits Basket 2019, ou les films de Magical Doremi, sans mentir, je ne pourrais pas dire que voir ça, clairement ça ne me fait pas plaisir. J'espère que ce 201e épisode d'Anime Time vous aura plu. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!